Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour une nouvelle saison de Ski Chrono Débrief avec notre camarade et expert Marc Garcia, tout droit revenu d'Ozolden pour ce week-end d'ouverture, on va dire un petit peu particulier. Il y a eu quand même une course, une belle course, et il y a eu beaucoup de choses à dire sur ce début de saison qu'on pourrait qualifier un petit peu de chaotique avec la météo, avec les glaciers. Il y en a beaucoup de choses à vous raconter dès ce premier épisode. Marc, déjà, comment vas-tu et ce petit voyage à Zolden? Très court, ça va très bien, merci. Toi aussi, toi, le retour était un peu plus long que moi. Non, on a été, un peu déçus pour les filles évidemment avec les conditions, météo et puis ça s'est terminé hier par un magnifique géant, des super conditions. Siggy Gonner, le président du ski club de Zolden, qui était un ami de plus très longue date, qui avait d'ailleurs fait des démonstrateurs avec moi au Japon, parenthèse, me disait que pour eux, ils avaient pratiquement 16 000 spectateurs. Belle réussite. En sécurité, tout le monde était content, les athlètes, les équipes, donc c'est excessivement, positif tout ça. Marc, on a skié, enfin, ils ont skié sur des glaciers hier. En revanche, skier sur des glaciers par les temps qui courent pour s'entraîner, ce n'est pas évident. Et pour faire des courses, ça l'est encore moins. Un week-end compliqué pour la FIS, un samedi, on va dire un samedi noir, avec l'annulation du géant dame. Alors sur les glaciers, puisque la météo y est très fluctuante, et l'annulation de ces fameuses descentes de Zermatt-Cervinia pour manque de neige. Le côté suisse à Zermatt, tout va bien. Le côté italien à Cervinia, il manque de neige. Il y a le contrôle neige demain pour les filles. C'est compliqué de skier sur les glaciers par les temps qui courent. Oui, c'est compliqué depuis peu d'années à cette période-là. Parce que là, Siggy me disait que c'est la première fois à Zolden, dans l'histoire, que pour la coupe du monde à cette époque-là, qu'ils avaient été besoin d'utiliser le sel pour durcir la neige. Et Yul, l'ancien technicien de Christopherson que j'ai eu hier soir, me disait la même chose. C'est incroyable d'imaginer qu'à cette période-là sur les glaciers, les températures n'étant pas suffisamment négatives, en tout cas changement de temps, et qui a amené l'organisation de Zolden à saler la veille. Mais bon, effectivement, c'est un problème. Zermatt de l'autre côté, je reviens sur la vitesse, ils sont plus hauts, ils n'avaient pas de soucis. Les Italiens de l'autre côté, ils avaient des canons à neige, mais pas suffisamment froids pour permettre d'avoir un enneigement correct. Oui, oui, il y a moyen de se poser des questions, sachant que Zolden, du coup, avait anticipé le coup depuis le printemps dernier. C'est la première fois aussi qu'ils utilisaient le fameux snow farming. Donc, ils ont produit la neige pendant l'hiver, à peu près sur 2 hectares sur une face nord. Siggy m'expliquait qu'ils ont bâché, mais non pas avec des bâches plastiques pour les problèmes écologiques. Et au bout de 6 mois, ils avaient perdu à peine 1,50 m. Donc, il y a vraiment moyen de se poser des questions. Oui, je suis d'accord avec toi. Ouais, la FIS, pour avoir été au Captain Meeting des garçons samedi soir, Marcus Wagner, le patron de la Coupe du Monde, s'est même excusé auprès des chefs d'équipe de tout ce qui avait été mis en place et pour Zermatt et Cervinia qui n'avait pas pu aboutir. C'est beaucoup d'énergie, mais la FIS, alors avec sa méthode, a fait un petit mea culpa quand même sur la date, pas sur l'événement, qui semble être plutôt une bonne idée, mais à cette date-là, ça semble beaucoup trop tôt par les temps qui courent. C'est compliqué, c'est même impossible d'envisager une descente à cette date-là. Oui, en tout cas, ils avaient pris le risque parce que ces dernières années, c'était possible. Là, malheureusement, bah, ça ne l'est plus. Donc, il va falloir que les experts, que tous ces gens-là se réunissent et de savoir de quelle façon entamer les débuts de saison et quels vont être les calendriers pour bah, justement éviter des dépenses d'énergie, des dépenses financières aussi. Tu as raison, c'est pas facile. Bon, j'ai apparemment vu aussi que Johan n'était pas très très content, Johan Claret, notre vice-champion olympique, ce qui est aussi normal de son côté. Mais bon, voilà. Oui, en plus, c'est leur terrain de jeu, hein. C'est un terrain Zermatt qui connaissent par cœur, Cervinia, ils connaissent par cœur. Ils savent que ça peut être compliqué, mais il y a des années, effectivement, ça skie correctement à cette date-là. Là, on est vraiment sur une année exceptionnelle, mais les années qui passent,
l'exceptionnel risque de devenir très ordinaire hein, quand même. Hein. Oui, simplement, il faut quand même expliquer à nos spectateurs que les gars allaient souvent à Zermatt. Et là, qu'il y a le combiné des deux, Zermatt et Cervinia, et on ne va pas taper sur nos amis italiens du tout. C'est des conditions climatiques. Zermatt a toujours eu la facilité de pouvoir organiser des entraînements de descente, ce qui n'avait pas été le cas à Cervinia. Il faut être clair là-dessus. Et en plus, les températures n'ont pas permis aux Italiens de pouvoir produire suffisamment de neige et permettre justement cette partie basse de descente pour qu'elle ait lieu. Voilà. Marc, il y a quand même une course, belle course, avec du soleil, avec 16 000 spectateurs, avec une ambiance. Honnêtement, ça fait du bien de retrouver du public plus là, entre les tirages au sort publics dans la station où les gens de Zolden savent vraiment faire la fête. Et ils n'oublient pas de se lever le dimanche matin pour aller voir la course et vraiment mettre de l'ambiance. Il y a eu une belle course et puis on va dire presque désormais comme d'habitude, Marco Odermatt et les autres en géant, il est quand même tout le temps sur le podium, il est quand même souvent en tête. On l'a quand même vu en démonstration sur la première manche. Sur la deuxième manche, il fait une faute sur le haut, il met les fesses par terre, il fait une grosse faute, ça le réveille. Et après, il est injouable dans ces conditions-là. Il est injouable. Oui, tu as raison, Marco. Justement, je viens d'en parler il y a quelques secondes, ces qualités de neige que tous les gars n'ont pas eu l'occasion de s'entraîner. Et on voit que son type de ski, la façon dont il est, son matériel aussi, et toute son équipe, Marco est un cran au-dessus, je pense. Il est vraiment un cran au-dessus, techniquement. On sait que c'est… et on l'attendait, enfin moi j'attendais de voir comment il allait pouvoir skier sur ses qualités de neige et sur cette première course. Il a vraiment démontré son talent. Et encore une fois, ce qui est intéressant techniquement, si tu le permets, Emmanuel, c'est que moi, j'ai vu un Marco qui, évidemment, essaie de toujours d'être très bien sur ses lignes, qui lui permet d'avoir un bassin très haut et d'avancer dans la phase de transition, qui est, à mon avis, l'un des seuls à pouvoir faire ça. Mais il fait ses fautes. De temps en temps, il part un peu trop tôt, mais il reste. Le ski continue à travailler, il accélère. Et si tu veux, c'est pas un ski non plus trop standardisé, trop aseptisé. Il est capable de jouer tous les registres. Et ça, c'est ce qui fait sa force aujourd'hui. Et il l'a démontré incroyablement hier dans la première, mais encore une fois dans la deuxième, spectaculaire. Parce que dans la deuxième manche, il y a quand même eu un phénomène aussi de ombre au soleil, un petit peu de nuages pour certains athlètes. Ça jouait beaucoup. Mais là, que féliciter Marco, et c'est toujours agréable de voir ce grand champion et de la façon dont il aborde cette compétition, ses qualités de neige, ce terrain. Bravo à lui, à l'équipe suisse. Ouais, et, pour avoir croisé des entraîneurs français, Kevin Page notamment à la fin de la course, qui, d'un point de vue technique, pour lui, Marco fait rien d'exceptionnel, mais à chaque virage, c'est très simple et c'est très efficace. Au niveau des équilibrations, il y a quand même peu d'erreurs à ce niveau-là. Sur les fondamentaux, il est là du début à la fin. Il lâche pas un virage, il fait même des fautes. On le voit, hein, c'est ce que tu dis, c'est pas un style exceptionnel, presque comme peut l'être Kraniek, qui semble être plus propre par moment. Mais Marco, il fait pas de faute et puis il est en confiance. Pour aussi discuter avec Kraniek, qui dit l'année dernière, Marco fait une saison exceptionnelle. On pensait que c'était impossible de refaire une saison comme ça. Ben, il a l'air parti sur ces bases-là, en tout cas. Hein. Oui, tout à fait. Je crois qu'il a continué à travailler ce panel différent techniques et d'être capable d'avoir les skis parfaitement en symétrie, d'avoir un petit peu de divergence, un peu de convergence, mais toujours cette phase pour moi, ce qui est important, c'est cette phase de relâchement qui fait sa force. On pourrait dire dans le tennis, par exemple, qui a arrêté Federer avec des grandes phases de relâchement par rapport à un Nadal. Et ben là, on a la même chose avec Odermatt. C'est vraiment évidemment très simple, mais tu sais que plus c'est simple, plus c'est difficile à réaliser. Et c'est ça qui fait sa force. Donc Kraniek, on en a parlé, qui fait 2 comme au jeu, qui est toujours dans le match et qui est toujours dans le match à Zolden.
c'est une pente qui lui va bien. Et derrière, on a un joli tir groupé des Norvégiens, Henrik Kristoffersen, l'incontournable désormais Lucas Bratton qui fait le show sur la piste, en dehors, qui est vraiment devenu un personnage très important de la Coupe du Monde. Vingistad, l'autre, le troisième larron qui fait quand même 5. Henrik Kristoffersen, il y a quand même pas mal à dire pour toi qui est un féru de matériel. Faire un premier podium à Zolden sur une piste qu'il n'apprécie pas, sur une pente qui ne lui convient pas, avec des nouveaux skis, des skis au pied, les skis Van Der Red Bull de Marcel Hirscher, ça c'est quand même assez fort. Et on l'a vu discuter un petit peu après, qui est quelqu'un pas toujours très ouvert. Kristoffersen, on l'a senti pas soulagé, mais vraiment satisfait de ce qu'il avait pu faire. Oui, tout à fait. Alors, Christo, j'attendais une question encore plus fine de ta part, Emmanuel, c'est à savoir, et tout le monde s'est posé la question si les skis un peu maquillés, skis noirs, si ce n'était pas finalement les anciens modèles de chez Rossignol. Enfin bon, le débat était sur le terrain aussi hier après l'arrivée. Je te rassure, Clairement. clairement, et là, tant que tu ne vois pas les skis, tant que tu ne coupes pas les skis, c'est difficile d'y répondre, mais la particularité de Christo, c'est que tu as raison, l'analyse, elle est simple depuis très longtemps. Christo, Zolden, ça ne lui convient pas. Ce type de piste, ce type de neige, début de saison. Mais là, du coup, Christo, ces neiges mouillées, ces neiges salées, c'est son terrain de jeu depuis tout petit. Alors, dans le choix de ses skis, parce qu'il n'a pas qu'une paire de skis, évidemment, il en a 4, 5, 6, et il choisit. Je pense qu'avec Marcel, ils ont des skis, ce qu'on va appeler un peu plus polyvalents. C'est-à-dire qu'on prend un ski qui va bien peut-être sur la neige froide, mais qui peut aller aussi sur des formes de neige différentes, en tout cas les qualités de neige différentes. Et là, alors là, pour le coup, on ne parle plus de la pente, on ne parle plus de Zolden où il a pris des claques, où il ne s'est même pas qualifié des fois deuxième manche. Neige salée, et là on revoit notre Christo national, resplendissant et absolument incroyable. Et on le voyait dans l'air d'arrivée, je ne suis pas persuadé que quand il a ski, il avait des sensations, mais imaginez qu'il était aussi près d'Odermatt, ou en tout cas, il était sur le podium, quoi. Ouais, oui, évidemment, il y a eu la polémique. Chez Rossignol, les yeux fermés, ils sont persuadés qu'il skiait avec des rossignols aux pieds. Oui. Bah ça, à la limite, il n'y a pas que Rossignol, je te rassure. C'est un peu l'ensemble Oui, du ski, les différentes équipes. Christo, on observe, on regarde un petit peu la forme des skis, les tailles des skis, les cils est là. Mais tant que tu n'as pas coupé des skis, bon, après, certains peuvent évidemment se poser la question. Il y a eu le cas des chaussures de ski pour Pinturo, rappelle-toi, quelques années aussi. ouais, Mais bon, voilà, c'est normal, c'est légitime. Et de toute façon, le champion qui est Kristoffersen ou les autres, ils sont là pour gagner, ils sont là pour être les meilleurs. Donc, ils essayent effectivement de mettre. Alors, en plus, Christo, c'est un maboule du matos, lui. Hein. Lui, c'est un fou furieux du ouais. matos. Avec les skis, la préparation des skis, des semelles, les cantings des chaussures, les plaques sous les fixations, les hauteurs de ski. Alors lui, pour le coup, c'est vraiment un fou furieux. En tout cas, il a montré à tout le monde hier, à Zolden, pour la première fois, qu'il est capable d'être là. Mais encore une fois, qualité de neige qui lui correspond parfaitement. Un mot sur les Français, enfin, même plusieurs mots sur les Français. On va commencer par les deux bonnes nouvelles. Thibaut Favreau, top 10, avec une bonne deuxième manche. Et Victor, 11e, pour son retour à la compétition, qu'on ne pensait pas voir aussi bien. Lui non plus. Lui, il pensait juste prendre le départ, retrouver ses sensations de compétition. Et finalement, il est vraiment dans le jeu. Ça, c'est les bonnes nouvelles françaises, hein, déjà, Marc. Oui, tout à fait. Thibaut, donc oui, fait une belle deuxième manche. Il est bien, il est posé. Il a certainement des regrets sur des entrées de courbe où il était un petit peu en retard, ce qui ne l'a pas été hier non plus. Hein. Et en tout cas, il fait une belle 10e place. C'est très bien pour lui. Et moi, je parlerai un peu plus de Victor. C'est que avant qu'il se blesse, il avait quand même des difficultés en géant. Ah, clairement. Il était très, très bon en slalom. Mais en géant, il se posait des questions, encore une fois, sur
notamment son matériel, sur le choix de ski, de chaussures et beaucoup de choses avec son équipe Salomon. Et là, j'imagine qu'il a toutes les raisons d'être satisfait, d'être heureux, de réintégrer le top 15 après cette année de recover, comme on dit en anglais, avec cette blessure, et surtout de revenir aussi bien en géant, or que quand il avait quitté Ouais. pour blessure, il était vraiment pas bien du tout. Donc, je pense qu'il a des moyens d'être heureux, satisfait, de repartir à la tête un peu plus libérée. Et ça, c'est important. Je pense que c'est important pour lui et pour toute l'équipe. Passons du côté mauvaise nouvelle, il y en a deux. Alexis Pinturo, 20e. Après une première manche correcte où bon, il a bénéficié de son petit dossard. Il avait ouvert la piste avec le 1. Vraiment pas dans le coup dans la deuxième. Finalement, pas de faute énorme. 20e place, ça lui était jamais arrivé d'être vraiment aussi loin à Zolden. Beaucoup de travail, ça revient beaucoup dans les discussions sur le matos. Donc encore du travail sur le matos, et, et sur la façon de travailler, je suppose, sur la technique qui va avec. Et l'autre mauvaise nouvelle, Mathieu Fèvre, double champion du monde, médaillé olympique, carrément hors du jeu, 24. Loin du compte, lui aussi, changement de matos. Et pour le coup, semble-t-il pas avoir trouvé la solution et la bonne paire, en tout cas dans ces conditions. Ouais, alors je commence par Peintu, j'imagine, comme tu me l'as présenté. Peintu, ouais, moi j'ai vu un Peintu, je dirais bien ce qu'on pourrait appeler ça posé, propre. Mais Ouais. ça suffit pas. Ça suffit pas à ce niveau-là. Un peu bouclé, et tu as raison. Le souci, je dirais, psychologique, mais en même temps technique, on sait que Peintu avait des tailles de ski assez courtes et qu'il a travaillé et qui continue à travailler sur des skis beaucoup plus longs. Et il faut bien comprendre, l'analyse, elle est au niveau technique, c'est que même si tu es sur la même marque, pour lui, aide, de passer à un 193, 195 à un 190, c'est pas aussi simple que ça. Bien que ça paraît, ouais, c'est pas grave, on monte de 3 cm, pas du tout. Ça nécessite un travail sur les chaussures, ça nécessite un travail sur les plaques qui sont sous les fixations, ça nécessite beaucoup de travail et beaucoup de choses. Alors, il y en a qui sont capables de le faire très vite parce que ça va très bien. Et il y en a d'autres, ça demande un certain temps, ça demande des modifications, en même temps des modifications techniques. Et donc, je pense que Peintu, en tout cas pour la version géant, il est encore en train de chercher le modèle qui lui correspond, en tout cas les types de ski qui lui correspondent, avec les chaussures, avec les cantings, pour qu'il puisse enfin être à son niveau et libérer ce ski. Parce qu'en fait, hier, ce qui lui a manqué, c'est d'être capable de libérer ce ski et d'accélérer. Voilà. C'était un peu tenu, ça manquait un petit peu d'agressivité, c'était peut-être un peu timide, mais effectivement, ils se sont entraînés tous, évidemment, sur des neiges d'hiver à Ushuaïa, ils reviennent là, c'est neige salée, et d'un seul coup, il y a quand même un changement. Et pour certains, ça marche très bien, on l'a vu. Et pour d'autres, un peu moins bien. Ça fait partie du sport, de l'être humain et des sportifs de haut niveau. Maintenant, Mathieu Fèvre. Alors, Mathieu Fèvre, c'est effectivement pendant l'intersaison, il a changé de ski, il est passé de aide, le 7 aide chez Salomon. Et puis là, c'est pareil. Pour lui, c'est une autre, ce sont d'autres sensations. Moi, j'ai eu l'impression que, effectivement, l'ensemble de tout ça, ça s'appelle le setup, ben, il va falloir qu'il travaille dessus. Parce que là, sur le matériel qu'il a, il n'arrive pas à avoir cette phase de relâchement qu'il avait avant et qui faisait qu'il gagnait. Ça veut dire qu'avec les chaussures, avec les skis, les plaques, tout ça, c'est-à-dire que pour vraiment optimiser, il est obligé d'être parfait toute la courbe. Et du coup, il a moins de phases de relâchement. En tout cas, c'est la sensation que j'ai et c'est l'idée que j'en fais techniquement. Alors, ça va demander du temps, un peu plus de temps pour lui. Le tout, c'est que ça ne lui mène pas la tête non plus, parce que le côté psychologique, un athlète de haut niveau, c'est un grain de sable. Ça peut aller très, très bien et le lendemain, c'est catastrophe. Donc, je pense qu'il faut patience et puis sérénité et travail. Voilà, c'est pas plus compliqué. Alors, on est déçus, tous. Le tout, c'est de trouver les bons mots, l'analyse pour qu'ils puissent continuer. Oh, j'ai pas de souci avec son équipe, hein. Ils vont continuer à travailler, ils vont se remettre au boulot.
mais ça va pas se faire du jour au lendemain, je te rassure. Oui, oui, c'est ce qu'il dit. Il dit je voulais faire du développement, bah, je suis servi. Voilà. Et après, se retrouver aussi des intentions, je pense. C'était aussi le message de Fred Perrin, hein, le responsable le responsable du groupe technique, hein, qui disait sur les intentions, en gros, faut élever le curseur. Vraiment, il faut remettre un peu d'engagement, d'intention un petit peu plus élevé, semble-t-il. Et que s'il appelle ça un rappel à l'ordre, pour le coup, c'est clairement ça. Le résultat qu'il pouvait peut-être pressentir à l'entraînement, hein, même s'il ne savait pas forcément filtrer. Mais en tout cas, le tableau d'affichage a été sévère pour certains. Et dans le sport de haut niveau, comme tu le dis, il y a aussi pas mieux, hein. C'est cette fameuse vérité de la course qui compte. Et il faut savoir en tirer des enseignements, ne pas s'emballer quand ça marche, ne pas s'enfermer quand ça marche moins bien. Il faut trouver les bons ressorts. Ils vont se remettre au boulot, pour certains dès aujourd'hui à Valsenales, très vite à la tournée nord-américaine pour certains. Il y a l'air dans 3 semaines. Enfin voilà, c'est parti. Il y a des premières conclusions. Ne pas en tirer trop hâtivement, ne pas faire une conclusion sur une seule course, mais sur les intentions, sur le matos, tout ça, c'est le début du chantier. C'était un point d'étape. Et maintenant, ils vont continuer à bosser, ça c'est sûr. Oui, tu as raison. Zolden, c'est tout le monde est content de gagner, tout le monde est content de réussir, de pouvoir réussir, mais aussi en sachant il y a du temps. De temps en temps, on passe au travers. Qui n'est pas passé au travers d'ailleurs. Donc, dire bah, voilà, il faut calmer tout ça, le jeu, les réactions face aux médias aussi. Donc, il va falloir calmer un peu tout ça et repartir sur des terrains de jeu d'entraînement propices Ouais, tu as raison, Fred. Moi, je ne l'ai pas eu au téléphone, mais l'analyse, c'est qu'il manquait un peu, il leur manquait un peu l'engagement, un petit peu peps, un peu de folie, un peu de folie. Mm. Bon, ça ils sont bien mieux placés que moi pour recadrer leurs athlètes. Oui, oui. Ils font ça très bien. Très bien, Marc. Je te remercie. Fin de ce premier épisode. On se retrouve. Ça va dépendre un peu de la météo quand même. Ça va dépendre de l'état du glacier à Zermatt-Chervinia. Si c'est pas le week-end du 5-6 pour les filles à Chervinia, ça sera après pour le parallèle de l'air. Le parallèle, c'est à Marotte. On va pouvoir en parler le 12 et le 13. Voilà. Je te souhaite une bonne fin de journée. Bonne fin de journée à toutes et à tous et à bientôt. Merci Emmanuel. Bon, repose-toi bien. Allez, salut à tous. Ciao. Ciao.